Alors nous sommes lundi 25 octobre et il est 21h24. Donc tout à l'heure je vous ai posté la vidéo des recommandations livresques spéciales Halloween pour la tranche d'âge 7-10 ans. Et là je viens de monter pour la tranche d'âge 11-15 ans que vous aurez demain. Donc je l'ai montée, elle est en train de s'encoder. Il me restera plus qu'à faire la barre d'infos avec tous les liens qui renvoient sur Livre Addict. Alors j'espère qu'ils y seront tous. Je vous mets le maximum de liens qui envoient directement par les résumés, sur les résumés en barre d'infos. Maintenant il y a des fois des livres sur Livre Addict qui ne sont pas référencés et je vais pas avoir le temps de m'amuser à les référencer d'abord pour que ça soit ensuite pris en compte tout simplement. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je reviens également vous faire mon avis sur... je vous mets ici. Attendez, je vous montre le chat parce que je sais que Elodie m'a dit qu'elle aimerait bien voir les autres. Donc ça c'est Luna. Luna, mode ta tête. Mode ta tête. Donc ça c'est la plus âgée des chattes que nous avons. Qui a 8 ans. Elle est partie se mettre sur le plaid. Oui, donc je vais vous parler de ma lecture en audiobook que j'ai faite, que j'ai terminée quand je suis retournée travailler donc sur le chemin pour aller bosser à 14 h. Donc il s'agit de Lune Ardente, le tome 1 de Morgane Rugraff chez Plume Blanche Édition. Donc dans ce livre, on y suit deux peuples qui sont en guerre. D'abord, on a les fils du soleil qui sont gouvernés par le roi Calagan. Le roi Calagan qui a deux fils. L'aîné qui est amené à prendre sa place un jour sur le trône s'appelle Logan Huxley. Et son cadet qui est Caleb. Logan est quelqu'un de très réfléchi, qui cache bien ses intentions, qui est exactement ce qu'on attend de lui en fait, enfin en tout cas ce que son père attend de lui, c'est-à-dire il ne fait pas de vagues, il prend les choses d'une certaine façon, alors que Caleb est beaucoup plus rentre dedans, il cherche pas à comprendre si ce qu'il dit peut porter préjudice ou pas, s'il a quelque chose à dire il le dit et il en a rien à faire que ça plaise ou pas, il sait que de toute façon il ne sera pas amené à gouverner, donc je pense qu'il s'octroie quelques libertés vis-à-vis de ça. De l'autre côté, on suit le peuple des fils et filles de la lune, et sœurs des étoiles notamment, avec la princesse Sombre Lune, donc Siobhan, pardon, et son père, le roi Aemar, qui gouverne. Siobhan est une princesse, mais c'est aussi une guerrière hors pair, et elle n'est pas du style à se faire servir par tout un tas de personnes, à se prélasser pendant que les hommes vont en guerre. Non, loin de là, depuis son plus jeune âge, elle a appris à se battre et sur le champ de bataille, elle y va également. Pour essayer d'amener la paix et la fin de cette guerre qui s'éternise, Siobhan va aller voir donc, la famille Huxley qui gouverne et leur proposer tout simplement d'épouser le fils aîné afin de faire régner la paix sur leurs deux peuples et que cette guerre prenne fin. Sa proposition va être acceptée et donc elle va devoir renier tout ce qui faisait d'elle une fille de la lune afin d'épouser le fils du soleil. Et vous vous doutez bien que les choses ne sont pas aussi simples et qu'il va se passer tout un tas de choses dans ce premier tome. Je dois dire que j'ai adoré. Sur les 3-4 premiers chapitres, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire de par l'audiobook parce que je faisais clairement du rangement en même temps et je pense que j'ai pas été assez attentive au début. Sur les premiers chapitres, donc du coup il me manquait des éléments que j'avais pas saisis, donc j'étais un petit peu larguée. Quand je me suis dit, attends, pose-toi un petit peu, écoute les premiers chapitres correctement et après tu continueras. Et bah ça a été beaucoup mieux d'un coup, avec toutes les infos, c'est beaucoup plus simple de suivre quand même. Et j'ai tout aimé dans ce livre. J'ai aimé les personnages. J'ai aimé les aimer ou j'ai aimé les détester, ça dépend lesquels. J'ai aimé cette mythologie autour des fils de la lune et autour des fils du soleil. Tout ce qui a été mis en place par l'autrice concernant l'univers, la mythologie, le déroulement de son intrigue, les tenants et les aboutissants, les complots qu'il peut y avoir. Je dois dire qu'elle est hyper sadique. Alors je sais qu'elle a écrit la saga Le Porteur de Mort en 6 tomes chez Plume Blanche. Attendez, je vais ouvrir un Nala, parce que maintenant c'est Nala qui gratte derrière la porte. Bon, au moins j'ai ouvert un Nala, Luna a voulu ressortir, donc voilà. Donc je disais, l'autrice est hyper sadique. Je n'ai pas lu Le Porteur de Mort à l'heure actuelle, je ne l'ai pas plus écouté d'ailleurs, donc je ne connais pas cette histoire. Mais alors je savais qu'on m'avait dit qu'elle était sadique, mais alors là, comment vous dire que j'ai pris une claque avec cette histoire. Elle nous fait des trucs, mais...
de malade, des choses auxquelles je ne m'attendais mais alors absolument pas, des choses qui m'ont serré le cœur, qui m'ont donné les larmes aux yeux. J'espère vraiment que sur une chose en particulier, ça ne soit pas réellement arrivé et qu'elle trouvera un moyen ou un autre de revenir là-dessus dans le tome 2. Parce que je pense que mon petit cœur va pas s'en remettre sinon, hein, clairement. Parce que c'était... Voilà quoi. Elle est vraiment sadique, elle est barbare avec ses personnages et... Ouais, si vous n'êtes pas préparé, ça surprend et ça secoue au passage quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est une saga, enfin une saga, c'est une duologie. Mais j'ai vraiment, vraiment adoré ce premier tome. C'est de la fantaisie avec une mythologie à part entière qu'on n'a encore pas vue jusqu'à présent. Bon, en tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas. Et puis, elle a une façon de dérouler son histoire qui m'a, pour le coup, captivée. Je vous dis, un vendredi, d'habitude, le soir, je lis. Là, je n'ai pas lu. J'ai joué sur mon téléphone portable pendant que j'écoutais l'audiobook et je me suis fait plus de 4 heures d'affilée, en fait. Sans m'en rendre compte en fait parce que j'étais tellement prise dans l'audiobook que bah, j'ai pas vu les heures passer et puis d'un coup j'ai vu l'heure, je fais ah ouais quand même ça fait longtemps que j'écoute. Donc en prévision j'avais acheté l'audiobook du 2 donc, que j'ai lancé du coup ce soir en partant du boulot. Sur la couverture du tome 1, on y découvre un lion qui représente les fils du soleil et sur le 2, un loup qui représente le clan des Sombres Lunes. Donc voilà, il me reste 10h26 d'écoute, j'ai écouté que 19 minutes, mais bon, sur le trajet retour, il était difficile d'écouter plus. Il fait à peu près 3 heures de moins que le premier tome, donc je vais essayer de... J'ai bien dit essayer de pas trop carburer dedans, surtout que l'autrice a été sadique tout au long du roman, mais en plus elle s'arrête à un moment donné où on n'a pas envie que ça s'arrête. On a juste envie de la maudire à ce moment-là. Donc heureusement que j'avais anticipé, que j'avais acheté l'audiobook et que je l'avais déjà téléchargé sur mon téléphone de façon à pouvoir enchaîner direct. Parce que je me suis dit après, il faut encore le télécharger. Si ça m'arrive quand je suis au boulot, c'est des fois un peu plus compliqué parce que des fois le réseau passe pas toujours très bien là à mon travail où je suis, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je me suis empressée de lancer la suite, pardon. Et si vous ne connaissez pas, je vous la recommande très chaudement parce que si le tome 2 est à la hauteur du tome 1, ça promet quand même une excellente duologie, hein, faut être honnête. Sinon du coup, hier soir j'ai pas lu, j'ai joué un petit peu avec un ami et la chérie. Et là je suis quand même bien claquée ce soir. Donc là je pense tout simplement que je vais me lire le tome 3 de Bandit Chien de Génie. Donc le tableau mystère de Pascal Brissy, illustré par Médidois, chez Flammarion Jeunesse, collection Castor Roman. Et voilà, je vais me lire ça tranquillou et puis je pense que j'irai me coucher, surtout que j'ai encore une fois une migraine et que là ça commence à me gonfler sérieusement parce que j'ai mal tout là et tout du côté du nez. Donc voilà, je vais me poser, je vais lire tranquillement mon petit livre et je vais surtout aller me pieuter. Donc bah, je vous retrouverai sans doute que demain soir parce que demain midi je pense que je vais tâcher de faire en sorte de mettre la barre d'infos au complet de façon à pouvoir vous poster la vidéo tout de suite en début d'après-midi et pas que vous soyez obligé d'attendre 19h30, 20h demain pour la voir. Voilà, voilà. Coucou, donc on est le 26 octobre et il est 21h. Donc là j'ai fini de... Enfin, elle est en train de finir de s'encoder la vidéo des recommandations livresques 16+, qui aura lieu... Enfin, qui sera publiée sur la chaîne demain matin. J'ai cru que le chat gratte à la porte. Oui, elle gratte à la porte. Donc la vidéo là c'est prêt. Il y aura encore une vidéo book haul que j'aurai à monter et il faudra que je vous tourne et que je vous montre les sorties livresques du mois de novembre qui m'intéressent. Sinon, au boulot, journée... j'ai envie de vous dire ça se suit et ça se ressemble. Hier soir j'ai lu Bandit Chien de Génie, le tome 3 de Pascal Brissy et illustré par Médidois chez Flammarion, collection Castor Roman. Donc je vous montre comment c'est fait. Donc on a le portrait des personnages, donc on a Léonard de Vinci, Bandit et on a Machiavel qui est le personnage méchant de l'histoire puisqu'il jalouse Léonard de Vinci et ses inventions et il aimerait bien être vizir à la place du vizir, j'ai envie de vous dire. Est-ce
que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'à chaque début de chapitre, je vais vous cacher le texte pour rien spoiler, il y a un petit encadré ici qui vous rappelle ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc ça, pour les plus jeunes, je trouve ça vraiment chouette, parce que du coup, ça leur permet, s'ils font des pauses, de pouvoir se souvenir ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. Parce que quand on est plus jeune, on ne lit pas forcément tout d'un coup en fait. Donc voilà. On a toujours une partie un peu d'histoire et idée de génie. Donc là, il s'agira d'une recette pour la sauce pesto. Donc dans ce troisième tome, on y retrouve donc Bandy et Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est en panne d'aspiration, pardon. Il déprime un petit peu et Bandy décide d'aller faire un tour et il va découvrir que Machiavel a vu ou entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû et donc il est à la trace d'un objet créé par Léonard de Vinci en espérant lui voler une invention et décrocher le pactole. Donc, on va les suivre dans cette enquête. Encore une fois, c'était vraiment chouette, ça se lit tout seul. J'aime beaucoup le personnage de Bandy qui est capable du meilleur comme du pire. C'est le roi des gaffes, le roi de la bêtise, hein, soit dit en passant. Il en loupe pas une. Mais voilà, c'est une saga que j'aime bien et que je vous recommande chaudement. Donc j'irai à partir, oui, de... j'allais dire 6-7 ans, c'est écrit dès 7 ans derrière. Donc voilà, c'est des petits livres jeunesse sympathiques qui devraient séduire les plus jeunes et puis leur faire passer un très bon moment de lecture. Encore une fois, Pascal, après avoir décidé dans les Mamies Momies de carrément mettre de la nourriture dans le titre cette fois, comment vous dire que c'est dès la... je sais plus combien de page. Voilà, dès la page 3, on y parle encore une fois nourriture. Donc à chaque fois que je lis un livre de Pascal et qu'on reparle de bouffe, ça me fait exploser de rire à chaque fois parce que je sais pas. Je sais pas s'il écrit et que c'est toujours à des moments où il a faim. Je ne sais pas s'il a tout le temps faim et qu'il est très gourmand. Mais voilà, dans tous ces livres, on retrouve des passages qui parlent de nourriture. C'est systématique. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, je vous la conseille chaudement cette saga-là en plus. Sachant que Pascal a quand même fait pas mal de séries jeunesse et qui sont toutes très intéressantes, sans compter les romans plus pré-ado ou ado qu'il a pu faire. Donc voilà. Là, je sais pas ce que je vais sortir. Si je vais peut-être me lire ma BD, comme ça ce sera fait. Parce que ça fait un moment qu'elle est là et que je la lis pas. Donc ouais, je vais me sortir ça ce soir. Je vais me lire Grimoire Noir de Yana Bogach et Vera Grinty chez Glénat. Donc c'est cette fameuse BD qui fait plus de 200 pages. On y suit la petite ville américaine de Blackwell qui a pour particularité d'autoriser l'usage de la magie. Donc clairement, ça va être parfait pour cette saison et j'aime beaucoup les différentes colorisations, les différents types de colorisation qu'on peut retrouver dans la BD. Donc j'ai hâte de m'y mettre, donc je vais me plonger dedans et puis je vous ferai mon avis quand j'aurai terminé tout simplement. Donc à plus tard. Donc je vous retrouve, il est 22h21. J'ai terminé ma lecture donc de Grimoire Noir aux éditions Glénat qui ont fait un travail sur cette BD qui est juste splendide. Je vais vous montrer quelques planches. Alors je vais pas aller trop loin parce que j'aurais peur que vous risquiez de vous faire spoiler. Mais avec le papier glacé c'est un peu compliqué. Parce que oui, c'est du papier glacé, donc le papier est magnifique. La colorisation, les expressions sur les visages. Sont juste canons. Franchement, je me suis attardée sur les illustrations pour bien profiter de ma lecture, ce qui fait que j'aurais pu la lire en 2 fois moins de temps, on va dire, mais j'étais obnubilée par les dessins. Donc ici, on va y suivre Bucky Orson. Bucky est un jeune garçon dont le père est shérif de la petite ville de Blackwell, le petit village. Il vit avec sa mère et sa petite sœur Heidi. Et un beau jour, Heidi disparaît. On est dans une ville où la magie existe, où il y a un concile de sorcières. Et une sorcière de ce concile, aujourd'hui, est en prison parce qu'elle a commis un acte qu'elle n'aurait pas dû. Il faut savoir qu'on est dans une ville où on protège les sorcières, parce que ce ne sont que des filles, pardon. Et malheureusement, vis-à-vis de ce qu'elle a fait, ils ont dû enfreindre certaines de leurs lois
pour la mettre en prison et protéger certaines personnes. Donc Heidi va disparaître, son père est un peu pieds et poings liés par le fait qu'il ne peut pas vraiment enquêter comme il le voudrait, puisque les soupçons se portent vers les sorcières, mais en même temps ils se doivent de les protéger. Donc c'est assez compliqué pour lui. Et Bucky en a ras le cul, il veut tout simplement savoir ce qui est arrivé à sa sœur et essayer de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Et donc il va partir mener sa petite enquête de son côté. J'ai beaucoup aimé cette histoire, les illustrations sont canon, la colorisation pareil. L'objet livre est complètement dingue. L'histoire vaut le détour, on est dans une ambiance assez sombre, assez parfaite pour Halloween, assez, ils le disent, hein, d'un romantisme gothique pardon, somptueux. Grimoire Noir révèle le talent immense de sa jeune dessinatrice dont c'est le premier ouvrage publié en France. Alors, donc l'illustratrice c'est Yana Bogac et la scénariste est Vera Grinti. Et je dois dire que oui, pour un premier ouvrage publié en France, ils n'ont pas choisi le plus moche, hein, clairement. L'objet livre est canon, les personnages sont très attachants. Je vais juste l'opposer parce qu'il pèse très lourd, mine de rien. L'intrigue, j'ai beaucoup aimé. Si je devais donner un reproche sur cette BD, c'est peut-être que j'ai trouvé que la fin était un petit peu trop précipitée. J'aurais aimé 50 pages de plus pour qu'on prenne vraiment le temps de finir cette BD. J'ai juste trouvé dommage que ce soit un peu trop rapide. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu expédié sur la fin. Et c'est dommage parce que j'étais vraiment bien dedans. Et je serais bien restée encore 50 pages supplémentaires dedans pour qu'on prenne vraiment le temps. Parce qu'on prend le temps dans le reste de l'histoire de vous expliquer l'histoire, etc. Malgré le fait que ce soit une BD et qu'en général c'est souvent trop court. Au début on prend vraiment bien le temps et j'ai juste trouvé que oui, c'était vraiment accéléré sur la fin. Et c'est le seul petit point négatif que j'aurai à dire sur cette BD. Néanmoins, je sais qu'elle avait déjà été lue et on l'a déjà vue passer. Mais pour le coup, je suis du même avis que les gens qui l'avaient lu au moment de sa sortie. Et je regrette absolument pas de l'avoir regardée pour cette période d'Halloween parce que c'était juste parfait et je vais la garder précieusement. Elle coûte 22 €, donc clairement, je suis la première à dire que les BD, les mangas c'est bien, mais ça coûte cher. Là par contre, pour le coup, je trouve que les 22 € sont largement rentabilisés de par l'objet livre. C'est vraiment un objet que je vais garder précieusement parce que j'aime beaucoup et je pense que je le relirai avec grand plaisir. Voilà, je peux pas vous en dire plus non plus parce que ça reste une BD. Donc ça se lit quand même relativement vite, je vais pas trop dévoiler de choses. Mais on a des personnages hyper intéressants. Une intrigue qui est plutôt bien ficelée parce que la preuve, je ne pensais pas que la personne responsable était celle-ci. Donc sur ça, je me suis laissée embarquer, j'ai pas deviné avant qu'on y arrive concrètement. Et puis ouais, je sais pas, l'ambiance du village, la manière dont tout a été ficelé est super bien faite. Voilà, je regrette juste cette fin où pour moi il manque ouais, 30-50 pages pour prendre le temps de la finir, tout simplement. Et sinon, j'étais en train de regarder dans ma desserte sur une des étagères. J'ai mis les livres qui me faisaient envie en ce moment pour rester dans cette ambiance un peu Halloween, etc. Et je me suis dit que j'allais regarder pour cette nuit de Pa Ming Xiu, je ne sais pas comment on dit, chez Inis Édition. Donc c'est un petit livre parce il y a 162 pages de texte et après on passe plus sur vous voyez, le type de dessin qu'il y a pu avoir certainement dans l'ouvrage ou comment les personnages ont été imaginés, etc. La police d'écriture, après, ça reste aéré, ça reste correct. C'est pas une police très grande, mais ça me pose pas de problème. Et donc je viens de lire juste la préface en fait, écrit par l'auteur. Et pour le coup, ça me donne vraiment envie en fait. On vous dit, cette nuit est avant tout un récit semi-autobiographique introspectif, intimiste et initiatique. Il s'adresse autant à l'adolescent qui devient peu à peu adulte qu'à l'adulte nostalgique qui a encore de l'adolescent en lui. Grandir, mais à quel prix? Et que nous reste-t-il de notre enfance après? Voilà, ça me semble très intéressant. C'est en 1993 et il y a quelque chose dans la préface que j'ai lu qui m'a donné le sourire parce qu'au final, oui, c'était ça quoi. Je suis en train de la chercher la phrase.
Il me tenait aussi notamment à cœur de rendre hommage à ces années-là, sans internet, sans réseaux sociaux, sans GPS et sans téléphone portable, de parler de cette vie qui était pourtant paradoxalement plus simple, plus sincère et plus libre. Donc voilà, donc clairement moi je suis de la génération qui n'est pas née avec les téléphones portables, la technologie, qui n'est pas née avec internet, Facebook et j'en passe. Et je dois dire que je suis bien contente d'avoir connu cette enfance-là, où on jouait dans la terre, où quand les parents nous appelaient, ils se mettaient à la fenêtre et ils gueulaient parce qu'on était un peu plus loin au parc et que les parents savaient pertinemment qu'on les entendait de là-bas. Donc ils braillaient par les balcons, par les fenêtres pour nous dire à table, qu'on arrive, qu'on se lave les mains et qu'on passe à table. Moi, on a eu le premier magnétoscope, je devais avoir, je sais pas, 7 ans, je crois que c'est ma grande... Moi, je devais avoir à peu près 6-7 ans. C'est ma grand-mère qui nous l'avait offert. Elle m'avait offert en même temps, et ça je m'en souviens, les VHS de La Belle et la Bête et de Aladdin de Disney, que j'ai regardé un nombre incalculable de fois et dont j'ai carrément bousillé les cassettes à force de les regarder. Vous savez, ces fameuses cassettes, vous étiez obligé de rembobiner pour pouvoir le regarder à nouveau. Voilà, donc moi je suis de cette génération-là. Et du coup je suis très intriguée parce que du coup ça me donne encore plus envie de le découvrir maintenant que j'ai lu la préface de l'auteur. Donc voilà, donc là je ne vais pas le commencer parce qu'il est maintenant 22h29 que je suis fatiguée parce que j'ai fait des cauchemars la nuit dernière qui m'ont juste bousillé totalement ma nuit, clairement. Hein, ils m'ont laissé dans un état pas possible au réveil. Donc là il faut que je me repose en espérant ne pas reproduire le même type de rêve cauchemar. Parce que la nuit dernière, mon problème c'est qu'en plus j'ai vécu le cauchemar en boucle en fait. Et comment vous dire que c'était franchement pas sympa, c'était quelque chose de très glauque. Donc voilà, pas très envie de revivre une nuit comme celle-ci. Donc j'espère pouvoir dormir correctement et bien me reposer. Et puis ben, demain, je me plongerai du coup dans cette nuit. Et je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Donc voilà. Bon, sur ce, je file me coucher et puis je vous retrouverai demain la chérie en télétravail le midi. Donc je pense pas que je vous retrouverai avant demain soir. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, tout à l'heure on a regardé le dernier épisode qui est à ce moment-là sorti de Legacy saison 3, on était à l'épisode 14. Il en reste 2 qui sont sortis ce soir sur Sci-Fi, mais on les regarde jamais en direct, on les regarde en replay. Donc je pense que ça va nous occuper pour les repas de mercredi soir et jeudi soir. Et puis ça fera encore une série, une saison de terminer. Donc là on a terminé la saison 4 de 911, on va terminer celle de la saison 3 de Legacy. Il nous restera encore à terminer les 3 dernières saisons de Dawson, qu'on re-regarde, moi je re-regarde mais la chérie découvre sur Netflix. Il nous restera les 2 dernières de Lucifer. Qu'est-ce qu'il nous restera d'autre à regarder? Il faut qu'on reprenne la 10 et qu'on enchaîne avec les 5 autres après de Supernatural. Parce que la 10 je m'en souviens plus. Il faudrait que je voie si quelque part on a la dernière saison de Originals, donc le spin-off de Vampire Diaries, dont le spin-off de Originals et Legacy, mais on l'a pas vu et du coup c'est vrai qu'il y a des choses qui nous manquent dans la compréhension de Legacy. Alors on peut suivre, hein, mais c'est juste que j'aimerais savoir comment on est passé du point A au point B en fait, tout simplement. Donc voilà, on essaie de regarder un petit peu de temps en temps des petites séries comme ça. Je regarde pas beaucoup la télé, pas beaucoup les séries, mais il y en a quelques-unes comme ça que j'aime bien voir. Donc à voir ce que ça peut donner. Sur ce, je file vraiment et je vous retrouve demain. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le mardi 2 novembre et il est 21h50. Et je suis juste crevée. Attendez, je vous Coucou, donc je vous retrouve, on est le mardi 2 novembre, il est 21h50. Alors je reprends seulement maintenant tout simplement parce que samedi en début d'après-midi on est parti en région parisienne chez mes beaux-parents. On est rentré hier vers 14h30 je crois, quelque chose comme ça. On a été à la sieste ensuite parce qu'on était creux, on avait mal dormi. Après on a fait quelques petites choses et puis c'était l'heure d'aller se coucher, hein, donc voilà. J'ai plutôt mal dormi cette nuit, donc je suis juste crevée. En plus la journée a été hyper compliquée, donc à partir d'aujourd'hui je finis maintenant le soir à 17h, donc je rentre normalement plus tôt. Sauf que bien entendu la chérie allait chez le médecin
donc en sens inverse de mon chemin pour rentrer à la maison. Elle m'appelle quand je sors en me disant fais attention, il y a eu un accident sur l'autoroute quasiment juste après l'entrée que tu prends. Donc t'étonne pas si tout est arrêté, etc. Je dis bon ok. Elle me dit les voitures sont déjà sur dépanneuse, donc ça devrait pas tarder à se déboucher. Donc je prends l'autoroute. Et en fait, l'accident qu'elle a vu, moi je ne l'ai pas vu. C'était terminé. Sauf qu'il y en a eu un quelques kilomètres en amont. Donc j'ai fini à 17 h et je suis arrivée à 18 h. Voilà. Donc c'était bien utile ce premier jour où je finis 1 heure plus tôt, c'était très utile. Donc voilà. Demain midi, en plus on a une réunion au boulot sur la pause déj, donc ça... C'est le genre de truc, ça me saoule. Sinon, la semaine dernière, je crois que je vous avais dit que je lisais 7 nuits de Pa Ming-Shu. J'espère que ça se prononce comme ça, chez Inis Éditions. Donc ici on y suit 3 adolescents. Donc on est à la fin du printemps 93. On y suit S, Mulot et Marie, 3 camarades de classe du collège. Un beau jour, ils décident de mentir à leurs parents et de se retrouver en ayant fait le mur. Alors chacun dit qu'il est parti dormir chez un tel, machin, l'autre il se planque pour sortir en douce, etc. Et ils vont faire le mur et ils vont aller se balader dans un coin plutôt perdu où il s'y passe des choses un peu étranges, on va dire. Et donc on va les suivre dans cette première nuit. Ça ne sera pas la seule puisqu'ils vont... Comme le titre l'indique, hein, cette nuit, ils vont refaire le mur à plusieurs reprises et essayer de mener une petite enquête par rapport aux événements bizarres qu'ils ont pu trouver. Franchement, ça se lit tout seul. C'était plutôt pas mal. Moi, j'ai passé quand même un bon moment de lecture avec. Après, voilà, c'est plus un roman, je dirais... J'essaie de vous trouver parce qu'il y a des endroits où il y a des petites illustrations comme ça. C'est plus un roman pour moi d'ambiance qu'un roman où il se passe énormément de choses. Néanmoins, ça se lit vite, c'était pas mal. On y suit également le passage qui peut être des fois compliqué de l'adolescence. Donc par certaines thématiques que je vous laisserai découvrir par vous-même. Mais voilà, c'était une lecture... je ne vais pas réussir à trouver d'autres illustrations, alors que je sais qu'il y en a d'autres. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était un roman qui était parfait pour la saison. On se prend dans le jeu, on a envie de savoir ce qui va arriver aux personnages, de voir comment leurs liens vont évoluer, qu'est-ce qui se cache derrière ces petits mystères qu'on nous dissémine un peu partout. Et voilà, une lecture très chouette. Après, c'est pas la lecture du siècle en soi, mais j'ai passé un bon moment de lecture avec. J'ai aimé suivre nos 3 personnages, j'ai aimé l'ambiance créée par l'auteur. Je sais plus où c'est qu'on nous le dit. On nous dit cette nuit est avant tout un récit semi-autobiographique, introspectif, intimiste et initiatique. Il s'adresse autant à l'adolescent qui devient peu à peu adulte qu'à l'adulte nostalgique qui a encore de l'adolescent en lui. Grandir, mais à quel prix et que nous reste-t-il de notre enfance après? Donc voilà pour le petit mot de l'auteur indiqué sur la 4e de couverture. Donc si vous cherchez une lecture... fluide, une lecture pas prise de tête et plutôt sympa pour la saison, bah, je vous le recommande parce que c'était un bon moment de lecture. Et j'ai commencé, alors j'ai bien commencé parce que j'ai lu un chapitre de Otage de la nuit de J.A. White chez Nathan. Donc c'est le livre qui a donné l'adaptation Netflix Les pages de l'angoisse. Alors le premier chapitre, ça se lit tout seul, hein. Le premier chapitre m'intrigue pas mal et me donne bien envie de continuer, mais je suis très fatiguée, donc forcément je ne l'ai pas repris depuis jeudi, je crois. J'ai lu jeudi midi ou vendredi midi, je sais plus, j'ai lu un chapitre et je ne l'ai pas retouché depuis parce que la fatigue me gagne, donc voilà. Donc là je pense que je vais lire 1 ou 2 chapitres et je vais aller me coucher. Et puis voilà, en espérant que demain soit une meilleure journée, n'est-ce pas? Demain vous aurez le book haul du mois d'octobre qui sera publié sur la chaîne. Et là cette semaine je vais recevoir, alors j'ai déjà fait des achats et mes autres achats vont arriver dans la semaine avec les cadeaux pour les copines, les cadeaux de Noël. Donc ça c'est plutôt chouette. Je suis en train de regarder, non ça va, je les ai planqués. Je vais dire pas que comme une idiote je les ai laissés derrière moi. Hein, parce qu'il y en a certaines qui regardent les vidéos. Mais voilà, j'ai déjà une partie des cadeaux que j'ai achetés, une partie des cadeaux que j'ai commandés qui doivent arriver, et quelque chose qui va me permettre de faire des cadeaux.
fait maison, qui doit arriver également dans la semaine, début de semaine prochaine, je sais pas trop encore à quel moment ça va arriver. Mais voilà, j'aurai déjà le plus gros des colis de Noël, donc ça c'est plutôt très chouette. Et j'ai hâte de préparer tout ça et de l'envoyer aux filles. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je lis un petit peu et après je vais au lit. Et je vous retrouverai sans doute que... Bah non, pas sans doute. C'est automatiquement demain soir, vu que demain midi je ne rentre pas. Voilà. En plus, ça devait être le jeudi et le jour où la chérie est en télétravail. Donc en gros ça m'aurait bien arrangé le jeudi. Sauf que vu qu'une de mes collègues ne travaille pas le jeudi après-midi, ils ont décidé de faire ça le mercredi. Sauf que le mercredi, j'ai aussi une autre de mes collègues qui ne travaille pas. Donc ils en arrangent une pour coincer tous les autres. Donc clairement, demain midi, ça m'arrangeait pas du tout. J'aurais largement préféré que ce soit jeudi midi. Mais bon, c'est pas comme si j'avais mon mot à dire. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis moi, je vous retrouverai demain soir. Coucou, donc je vous retrouve, on est mercredi 3 novembre et il est 20h50. Donc je voulais parler aux filles et en fait je peux pas parce qu'il y a de nouveau un bug Facebook, Messenger, Instagram, enfin tout ce qui appartient à Facebook on va dire. Donc du coup ça ne marche pas, donc tant pis, je vous ferai un point avec elle plus tard dans la soirée ou demain, c'est pas grave. Aujourd'hui au boulot, la journée s'est plutôt bien déroulée, sauf que l'après-midi a été compliqué, dans le sens où on avait une réunion et qu'on a mangé tous ensemble pendant la réunion ce midi. Que le repas était payé par la boîte. Et qu'on a commandé des pâtes, des salades, des pizzas, enfin chacun prenait ce qu'il voulait avec un dessert. Donc je me suis empiffré ma pizza complète, plus un fondant au chocolat. Et comment vous dire que j'ai failli m'endormir je sais pas combien de fois cet après-midi. Je crois que je n'ai jamais eu un coup de fatigue aussi énorme après avoir mangé. Donc note à moi-même, la prochaine fois qu'on a une réunion au boulot, évitez de prendre un fondant au chocolat en dessert, ne pas prendre de dessert, et éviter de s'empiffrer la totalité de la pizza. Parce que c'était juste pas possible. Là, pour tout vous dire, ce soir je n'ai pas mangé et je n'ai absolument pas faim en fait. La chérie a mangé, mais moi je peux pas là, non, pas de nourriture là, c'est pas possible. Au pire je mangerai un yaourt ou deux, mais là j'ai trop bouffé, c'est plus possible quoi. Et du coup l'après-midi a été très compliqué parce que passer des appels quand vous voyez toutes les 5 secondes, ça aide pas vraiment, mais bon. Sinon au niveau lecture, donc je suis toujours dans Otage de la nuit, le tome 2. J'en suis à 70 pages, donc là je vais clairement avancer ce soir dedans parce que ça va être ma lecture. Et sinon pour mon audiobook, donc je suis toujours dans Une ardente, le tome 2, et il me reste que 2h49. Donc il ne me reste plus énormément de temps, donc il sera terminé pour ce week-end. Et j'ai hâte. Mais alors si j'avais dit dans le tome 1 que l'autrice faisait preuve de sadisme, comment vous dire que hier matin j'étais pas très bien en écoutant dans la voiture pour aller au boulot. Parce que je suis tombée pile au moment où il y a des scènes de torture. Voilà. Donc quand vous venez de vous lever, que déjà le matin j'évite de déjeuner parce que mon estomac jusqu'à peu près 10 h n'est pas très conciliant. Mais alors là à 7h40... 7h30, 7h40, se taper les scènes de torture pour commencer la matinée, comment vous dire que mon estomac a un peu fait le yo-yo quand même dans la voiture. Donc c'était pas le meilleur moment pour écouter ce passage-là. Mais bon, j'aime toujours autant, je suis toujours accro et j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. Parce que le premier tome faisait 13 h et quelques. Là, il en fait 10 h, donc sur 23 h, il en reste même pas 3. Et je me demande comment l'autrice va conclure tout ça. Mais je sens qu'il y a des choses, des choix qu'elle va faire qui vont me briser le cœur d'ici la fin du tome. Je me dis elle a été sadique jusque là, donc je vois pas pourquoi elle nous épargnerait à la fin clairement. Donc je m'attends clairement au pire, mais bon. Sinon la chérie m'a classé l'ordre de mes prochaines lectures. Alors il y a juste un titre que j'ai reçu aujourd'hui que j'ai intercalé dans ceux qu'elle m'avait choisi. Parce que j'ai 3, 4, 5, 6... J'ai 7 titres, dont 5 nouveautés, que j'ai très envie de lire, qui vont probablement être lus ce week-end. Donc, pas tous, hein, je pense pas réussir à tous les lire d'ici la fin du week-end. Mais voilà, du coup, c'est elle qui m'a... Vu que je ne savais pas dans quel ordre les lire, je lui ai donné et elle m'a fait une sélection. Donc voilà, il y a les 5 nouveautés qu'elle m'a foutues en premier et les 2 autres après. Dont une très vieille antiquité et une relique de Mappal.
Bon, du coup, bah voilà pour le petit point du jour. Je vous ai posté une vidéo book haul ce matin. Là, il faudra que je tourne aussi celle des sorties livresques. Mais je vous avoue que là, j'ai la flemme, j'ai envie de lire. Donc, je vais lire. Et puis, je la tournerai probablement ce week-end. Et du coup, ce week-end, vous aurez le mode cocooning à cheval sur les 15 jours. Mais vu que j'étais pas là du week-end, j'ai pas pu m'en occuper. Continuer à tourner ces séquences, etc. Donc... ben tant pis, pour une fois, vous en aurez un au bout de 15 jours. Et moi, je me replonge dans ma lecture parce que j'ai très envie de voir comment tout ça va tourner. Donc je vous retrouve, nous sommes le 7 novembre et il est 20h45 alors que je ne vous ai pas repris depuis mercredi. Tout simplement parce que jeudi s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû arriver au travail. Que ça m'a grandement perturbée, ça continue de me perturber d'ailleurs. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais donc du coup depuis jeudi, au moment où j'allais partir, c'est très compliqué. Donc j'avais pas la tête à venir échanger, vous parler de mes lectures ou autre. J'étais clairement ailleurs et j'ai préféré rester plus ou moins déconnectée de partout et me concentrer sur quelque chose, enfin des choses qui me feraient plaisir, des choses qui me permettraient de me détendre. Non pas que ça ne me permette pas ça, mais j'ai pas beaucoup parlé avec personne en fait. J'ai évité tout ce qui était les réseaux sociaux ou de filmer tout simplement pour ces raisons-là. Hier, avec la chérie, on a fait quelques courses. Qu'est-ce qu'on a fait après? Je sais même plus. On a joué. Je sais même plus ce qu'on a fait d'autre. Voilà. Aujourd'hui, bah, j'ai fait du repassage parce que d'habitude, c'est pas moi qui le fais à cause de mon coude. Mais là, vu que la chérie, elle a la même chose et qu'elle est en pleine crise de tendinite sur les deux tendons, bah, j'ai pris la relève. Du coup, il y avait du repassage en retard. Donc, j'ai eu le temps de regarder 2 téléfilms de Noël pendant que je repassais. Mais au moins, tout est fait, tout est rangé. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a testé ce week-end des tourtes maison. Donc, la chérie s'est fait une tourte bolognaise. Et moi, d'habitude, je fais une tourte pommes de terre, lardon, fromage à raclette. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de mettre du camembert dedans. Et donc, j'en ai mis. Et c'était juste, mais trop bon. Donc là, on vient de finir le reste des tourtes ce soir. Mais c'était vraiment super bon. Et ce sera du coup à refaire plus régulièrement, on va dire. Parce que pour le coup, ça nécessite pas beaucoup de temps. Ça nécessite, enfin pas beaucoup de temps de préparation. Parce qu'après, c'est juste le temps que ça cuise, quoi. Ça nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Et franchement, c'est trop bon. Donc voilà. Sinon, niveau audiobook, je suis désolée, je regarde, mais il y en a là sur mon bureau de couture et il y a la pile de livres des copines pour Noël. Donc j'espère qu'elle va pas tout me faire tomber. Qu'elle n'est pas forcément très douée. Surtout qu'elle va se réveiller, donc voilà. Niveau audiobook, donc je vous le mets là. J'ai terminé le tome 2 de Lune Ardente de Morgane Rugraff, donc chez Plume Blanche Édition. Donc en plus la dernière fois je vous ai dit une bêtise parce que je vous ai dit que c'était l'autrice du Porteur de Mort. Faux, c'est l'autrice de Ray Shepard, pardon. Donc j'ai les 3 tomes en intégrale qui peut facilement assommer quelqu'un vu le poids de l'intégrale. Mais voilà, je ne connaissais pas la plume de l'autrice. Il faut savoir que l'autrice est quand même bien sadique. Néanmoins, les personnages qu'elle a su créer, toute la mythologie avec les fils du soleil et les fils de la lune m'ont captivée. J'ai été totalement embarquée dans cette histoire. J'avais vraiment envie de savoir comment les choses allaient se dérouler. L'intrigue, les révélations, les rebondissements qu'il peuvent y avoir ne sont pas en reste. Il y a aussi pas mal d'action. Et je vais ouvrir mon chat. On a un univers totalement dingue que j'ai surkiffé du début à la fin. Le premier tome fait 13h30 je crois et à peu près 10h30 pour le deuxième il me semble. Mais voilà, je n'ai pas vu passer les heures. C'était un excellent moment d'écoute, du coup, pas de lecture mais d'écoute. Et si vous connaissez pas cette série, je peux que vous la recommander parce qu'elle a vraiment toutes les caractéristiques que j'aime. On a des passages un peu plus lents, on a pas mal d'action, on a des rebondissements, en veux-tu en voilà, on a des révélations, on a du sadisme pur et dur parce qu'il y a des choses qu'elle a faites, clairement je m'attendais pas spécialement à ça. Donc j'ai été quand même grandement surprise par ça, très bonne surprise d'ailleurs. Les personnages, soit on les aime, soit on aime les détester en tout cas, parce qu'il y a quand même de belles ordures dans le tas. Mais voilà, et il y en a qui paraissent plutôt sympathiques de prime abord et qui vont se révéler juste ignobles par la suite. Enfin,
Ou l'inverse est vrai aussi, hein. Donc c'est ça que j'ai aimé, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a plein de nuances entre. Et c'était vraiment chouette. L'intrigue m'a totalement captivée. Cette fin qui m'a broyé le cœur comme certains autres passages de cette duologie, mais en même temps je trouve que c'est une très bonne fin pour le coup. Il y a eu des passages, alors par contre ce sera pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a quand même des scènes. Alors il y a 2-3 passages où on évoque le sexe, mais c'est pas vraiment trop encore ça qui me fait dire ça. C'est plutôt qu'il y a des passages où on a des scènes très dures quand même. Moi notamment un matin, c'était sur le tome 2 d'ailleurs, j'allais au travail, donc il était 7h30 quand j'écoutais le passage, comment vous dire que j'avais le bide retourné, hein. Je me suis dit, ah ouais quand même, pour commencer la journée c'est magnifique, voilà. J'aurais préféré avoir ça plus tard dans la journée plutôt que dès le matin quoi, parce que ça m'a retourné les tripes, donc voilà. Et pour moi, ce qui est important aussi dans un audiobook, c'est la voix du narrateur ou de la narratrice. Chose à laquelle je suis très sensible. C'est pour ça que d'ailleurs Blood Witch de Lena Jomai, toujours chez Plume Blanche, qui existe en audiobook, j'ai écouté la voix de la narratrice et pour moi la voix ne va pas avec l'âge du personnage, tout simplement. Je trouve que la voix fait beaucoup plus âgée que l'âge qu'est censé avoir le personnage de mémoire, donc ça me pose problème et ça ne m'embarque pas. L'avantage, genre je sais pas si c'est partout pareil parce que je connais que Audible en audiobook, c'est que vous avez des extraits, donc des extraits d'au moins 5 minutes, parfois 9 minutes et quelques. Donc ça vous permet de vous faire à l'idée de la voix et de voir si ça peut vous convenir ou non. Et ça ne me convient pas. Par contre, pour la voix de la narratrice je vous mets le nom quelque part sur l'écran, il faudra juste que je recherche, pour Lune Ardente, elle a une voix juste mais captivante, envoûtante. Elle m'a embarquée directement dans le récit et c'était très agréable à l'écoute en fait. Et donc un grand chapeau à elle parce que je suis pas forcément un public très simple à conquérir au niveau des audiobooks et pourtant j'ai été embarquée du début à la fin et pour le coup je vais surveiller voir si à tout hasard elle a fait d'autres audiobooks. Et si oui, bah, je verrai en fonction des titres et des résumés. Mais c'est vraiment une voix qui m'a énormément plu et que j'espère retrouver, pourquoi pas, dans de prochains audiobooks, de prochaines lectures audio. Et pourquoi pas chez Plume Blanche, parce que c'était vraiment chouette. Sinon, niveau lecture, j'ai lu Otage de la nuit de J.A. White chez Nathan. Donc c'est un livre qui est sorti... Je crois qu'il était sorti l'an dernier. Je vais vous dire ça, pour pas dire de bêtises. Bien entendu, je regarde devant. Pour une fois, ça va être derrière. Il a été imprimé en septembre 2020. Donc oui, c'est ça, il a dû sortir un peu avant Halloween l'an dernier. Donc ici, on y suit Alex qui a 11 ans. Alex est un jeune garçon un peu différent des autres. Il est souvent mis à part. On lui dit qu'il a une imagination assez spéciale parce qu'il aime bien écrire des petites histoires, des petits contes, mais pas forcément des contes tout mignons comme on pourrait s'y attendre en fait. Il aime bien les histoires sombres, il aime bien les histoires macabres, et d'ailleurs c'est un grand fan de films d'horreur. Un beau jour, il en a marre de cette image qu'on a de lui, et il décide de brûler ce qu'il appelle ses journaux de nuit, en fait les journaux dans lesquels il écrit ses histoires. Et il va vouloir aller au sous-sol pour brûler ses carnets dans la chaudière. Mais en cours de chemin, l'ascenseur va s'arrêter au 4e étage et il va entendre les répliques d'un film d'horreur, son film préféré. Et il va s'approcher, et il va faire la rencontre donc de Natacha, l'habitante de cet appartement, qui lui propose de venir regarder le film avec lui. Il va rentrer. Et malheureusement pour lui, les choses ne vont pas très bien se passer, puisque Natacha n'est autre qu'une sorcière. Et son seul moyen de captiver Natacha et de rester en vie va être d'écrire des histoires d'horreur et d'en raconter une tous les jours, enfin tous les soirs après le repas. Il va également faire la connaissance, alors je ne sais plus de son prénom, parce qu'il y aura une autre personne avec lui. Je suis en train de chercher son prénom parce que j'ai oublié. Yasmine.
Voilà, il y a aussi Yasmine dans l'appartement de la dame, qui est loin de ressembler à la première image que lui a vue. Et il faut savoir que même si l'appartement est dans un immeuble, il est totalement isolé, donc personne ne peut les voir, personne ne peut les entendre. Et ils ne peuvent pas s'échapper puisque la porte n'est pas visible. Elle disparaît à chaque fois que Natacha entre ou sort. La porte apparaît pour elle et se referme et disparaît totalement à ce moment-là. Je dois dire que j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Je ne savais pas spécialement trop à quoi m'attendre. Mais j'ai été embarquée dans cet univers un peu de contes, vous voyez, que ce soit les contes macabres écrits par Alex ou cette histoire avec la sorcière, etc. J'ai beaucoup aimé le lien qui va se tisser au fur et à mesure des pages pour nous et des jours ou des semaines pour Yasmine et Alex entre deux. Il y a également un chat. J'ai aimé la manière dont l'histoire était déroulée, la manière dont l'histoire était racontée, les différentes choses que l'auteur a pu mettre en place pour nous amener à ce final. Voilà, on a un côté réécriture d'un conte bien connu que je vous laisserai découvrir par vous-même parce que au début on ne sait pas trop de quoi il retourne, on le découvre beaucoup plus tard en fait, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Moi je sais que j'avais pas spécialement compris qu'on était sur ce conte, enfin une réécriture de ce conte là, donc je trouve ça très bien de le découvrir en temps et en heure tout simplement. Alex est quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui, qui commet des erreurs, qui peut parfois taper un petit peu sur les nerfs, mais voilà, il a 11 ans, il est jeune, ça n'excuse pas tout. Mais après, le fait qu'il soit un peu casse-bonbon par moment, bon, ben voilà. On a tous été enfants, il y a tous eu des périodes, je pense, si on interroge nos parents, où on était plus casse-bonbon que d'autres, c'est comme ça. J'ai aussi beaucoup aimé l'histoire de Yasmine, son tempérament, sa façon de voir les choses, ce par quoi elle est passée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un chouette duo. Même s'ils font pas forcément équipe et qu'ils sont pas forcément amis, il y a quand même une relation qui se tisse entre eux et ils vont former un duo des fois malgré eux en fait. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. J'ai beaucoup aimé cette fin et je pense que si je l'avais lu en ayant 10-12 ans, mais j'aurais surkiffé complet. Moi à l'époque on avait que les chairs de poule et encore on les avait, je crois que je les avais même pas en livre, c'était que en série télé. Je me souviens que j'avais la saga en livre Spooksville et je sais plus, une autre série dans le même style, La Vallée Fantôme. C'est deux séries un peu dans le genre chair de poule, mais moi quand j'avais cet âge là c'est ça qui était sorti. C'était chouette, mais ça à l'âge là je pense que j'aurais été plus que ravie clairement. Donc voilà, si vous cherchez un livre avec un petit côté flippant, un petit côté réécriture de conte mais plutôt sombre et macabre, et ben je vous le recommande chaudement parce que je pense qu'il peut plaire quand même à pas mal de monde. Voilà. Et donc après avoir fini Otage de la nuit, ben, je l'ai lu notamment hier, donc oui, ben, hier j'ai aussi fait ça. Et j'ai lu Les Contes détraqués de Adeline Leroy chez Pulp Fiction, donc c'est une couverture rigide. Je trouve que l'objet livre est juste magnifique. Voilà. Alors, comme d'habitude avec Pulp Fiction, ce sont des livres où il y a des illustrations. Comme ceci. Donc ici, on va y découvrir Yael, une jeune fille passionnée de contes. Et malgré qu'elle ait, je sais plus, elle doit avoir 10-12 ans à peu près, elle continue régulièrement à relire ses contes qu'elle avait quand elle était toute petite. Parce que c'est vraiment quelque chose qui lui plaît beaucoup et qui lui tient à cœur. Pardon. Un beau jour, elle va partir à l'école en ayant laissé un livre de contes ouvert. Et une créature va en surgir. Il s'agit du loup du petit chaperon rouge, pardon, qui va s'échapper de son conte, du monde d'Anecdotia où les histoires sont conservées, préservées et restaurées si elles sont abîmées. Et elle va faire la connaissance de Grimr. Alors je sais pas comment on le prononce, une créature d'Anecdotia qui est là pour justement lui demander son aide afin de capturer le loup et de le ramener à Anecdotia pour qu'il soit de nouveau enluminé dans son conte et que l'histoire puisse perdurer, parce que sinon si les personnages s'en vont du conte, ils finissent par s'effacer et sur le monde des humains, bah, tout simplement le conte se perd, s'efface de leur mémoire et on perdrait de magnifiques histoires comme ça. Donc sur Anecdotia, on est vraiment dans un univers où on chérit des contes et on fait tout ce qu'il faut pour
les préserver pour nourrir... Ouais, pour nourrir la curiosité des lecteurs, et en même temps il y a l'imagination des humains qui agissent sur ces fameux contes. Mais ça je vous laisserai le découvrir par vous-même, parce que bon, le livre fait même pas 200 pages, donc je vais pas trop vous en dire. En tout cas, une chose est sûre, il y a des personnages qui essayent de détraquer les contes et d'en faire sortir tous les personnages, mais si on laisse la situation s'éterniser, les contes s'effaceront de la mémoire et ce sera la fin d'Anecdotia. Donc c'est pour ça que Grimm va demander l'aide de Yael. Et donc on va suivre leur histoire. Je sais que Marilyn l'a lu, je sais que Maud l'a lu. Il y a plusieurs personnes qui l'ont lu, dont j'ai vu les retours. Et certaines personnes ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'action et peut-être pas assez de sentiments mis à l'honneur dans ce livre jeunesse. Je suis d'accord dans le sens où on ne développe peut-être pas spécialement beaucoup les sentiments que chaque personne peut éprouver. Néanmoins, moi ça ne m'a pas gênée dans le sens où, en lisant le résumé, c'est pas à ça que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce qu'on nous parle de l'univers des contes, de comment sont créés, protégés, etc. les contes. Et aussi j'ai adoré la morale de cette histoire en fait. Donc ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et pour le coup c'est quand même assez mouvementé, il se passe quand même pas mal de choses. Mais le fait qu'il n'y ait pas un point d'honneur sur les sentiments ne m'a pas dérangé, parce que le reste a comblé tout ça en fait, tout simplement. Ça m'a emmené dans un univers qui était intéressant, qui était passionnant, avec des créatures qu'on ne connaît pas forcément, avec des personnages de contes qu'on ne connaît pas forcément. Et j'ai aimé ça. Là, on va pas se concentrer sur un conte en particulier. Voilà, je vous parle du Chaperon Rouge parce que c'est le premier personnage qui atterrit dans le monde humain et qui vient d'un conte. Mais on va pas se concentrer sur un conte. En fait, on va tout au long du livre connaître le fonctionnement des contes de manière générale et pas rentrer dans tel ou tel univers. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette morale. Et voilà, si vous aimez les livres jeunesse ou que vous êtes des passionnés de contes, bah, je pense que ce livre peut vous captiver. Maintenant, attention, ne vous attendez pas à un trop plein d'émotions au monde, parce que vous risquerez du coup d'être un petit peu déçus. Mais voilà, moi c'était une très chouette lecture et je vous la recommande chaudement. Alors oui, il y a un marque-page dedans parce que... Par contre, il y a un tout petit souci avec mon exemplaire. Alors je pense pas qu'ils sont peut-être pas tous comme ça, mais je vais envoyer un message à la maison d'édition. Puisqu'en fait, on a 2, 4, 6 lignes. Pages 148 et 149, donc les 6 dernières de la 148 qui sont de nouveau tout en haut de la page 149. Donc je pense qu'il y a eu un problème peut-être avec la maquette, je ne sais pas si ça a été vu, si ça a été corrigé entre temps, donc je vais leur signaler au cas où, de manière à ce que éventuellement s'ils le réimpriment, ben, ils puissent faire disparaître cette petite erreur. Mais bon, voilà, il n'y a rien de bien méchant, c'est juste un paragraphe qui est doublé, voilà, tout simplement. Là, j'ai regardé le mode cocooning, en fait j'ai fait que 5 prises, mais il y en a quand même pour 40 minutes de vlog. Donc coupé, je pense qu'il en restera 30. Donc il y aura cette partie-là qui va servir également de clôture. Là, je vais me lire un nouveau livre et puis je vais tout simplement débuter un autre mode cocooning demain. Et donc ma prochaine lecture sera La quête du renard blanc, le tome 2, les 5 épreuves de Shen Jiatong chez Casterman. Donc je m'étais fait un résumé spoilant du tome 1 parce qu'entre temps il est parti chez Sylvie. Je suis en train de chercher qu'est-ce que j'ai fait de mon cahier de résumé spoilant. Parce que c'est pas tout ça, mais j'aurais bien besoin de relire ce qui s'est passé dans le tome 1 avant de partir dans le 2 pour être sûr de n'avoir oublié aucun détail. Donc le mode cocooning, j'essaierai de commencer à le monter demain midi. J'ai un gros doute de réussir à le monter sur ma pause déj. Donc au pire je terminerai demain soir pour une mise en ligne mardi matin. Alors je sais que j'avais pour habitude de les poster le dimanche ou le lundi matin. Mais là c'est vrai qu'avec cette fin de semaine je n'avais pas la tête à ça. Donc ben, je me doute bien que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, pardon. Mais voilà, ça m'embête un peu. Mais bon, du coup vous aurez la vidéo là. Et celle qui vient normalement le mercredi, je vais la décaler à jeudi, histoire que... et ce sera ni plus ni moins qu'un book haul. Voilà, puisque j'ai un livre que j'ai commandé, mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il arrivera. Donc bah, je vous le présenterai dans le prochain book haul, tout simplement. Et puis là, je vais vous montrer quels sont mes derniers achats.
Sur ce, je vais clôturer cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vous les livres que vous avez lus ou écoutés ces derniers temps. S'il y a des téléfilms de Noël aussi qui vous ont bien plu, n'hésitez pas à me dire lesquels, comme ça je pourrais aller voir dans les replays pour en regarder quelques-uns. Parce que cette année je regarde pas beaucoup, mais parce que bah voilà, je peux pas lire, regarder la télé, faire les courses, faire le ménage et tout avec la chérie, vraiment. Et voir du monde, je peux pas être partout en même temps en fait. Donc à un moment donné, il faut bien faire un choix. Là déjà, elle est pas très téléfilm de Noël, donc j'ai réussi à en négocier 2 pendant que je faisais le repassage. Vu que je faisais le repassage, elle a trop rien dit. Mais voilà, c'est pas trop son dada, alors que moi, même si ça déborde parfois d'amour coulant et machin, que c'est un peu niais et machin, et ben moi j'adore. Donc voilà, c'est mon petit plaisir en fin d'année tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais en regarder d'autres. Mais vu que j'en ai pas vu beaucoup, bon, n'hésitez pas à me dire ceux qui vous ont particulièrement plu, à vous en tout cas. Voilà, bah maintenant je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très belle semaine, de très chouettes lectures et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.